Dans Astérix Mission Cléopâtre, Jamel Debbouze doit finir le palais, sinon il finira au tigre. Imagine ce film, le même film, sauf que si Jamel Debbouze ne réussit pas le palais, il ne finira pas au tigre. Cela aurait beaucoup moins d'intérêt, beaucoup moins d'impact. C'est tout le sujet de cet épisode, c'est parti. Hé, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Face Cachée du MLM. Déjà, merci. On vient de passer le premier palier symbolique des 1000 écoutes. Peut-être le deuxième, le troisième si on fait 10, 100 et 1000. Mais voilà, c'est un premier palier. Je suis content, merci, les écoutes augmentent, donc ça fait plaisir. C'est bien de voir que des personnes sont intéressées par le travail, même si au début, quand vous créez un contenu sur YouTube et que tu n'as pas d'audience, ou sur podcast, personne ne te voit, mais ça c'est normal. Sur YouTube par exemple, la différence entre YouTube et podcast c'est marrant, car j'ai commencé en même temps, mais sur YouTube j'ai plus de 11 000 vues, et sur podcast 1000. Donc quasiment 10 fois moins sur le podcast, mais c'est normal, c'est le format qui veut ça. Après, pour moi, une écoute sur le podcast, ça fait ça vaut au moins 10 vues sur YouTube, car il y a beaucoup plus un échange de qualité. Là voilà, c'est comme si j'avais une conversation avec toi, je te tutoie sur ma chaîne YouTube, je vous vois, et je prends beaucoup de plaisir à faire ce format. Je trouve que c'est un format plus intime, j'aime bien les deux. Donc déjà, merci pour ça. Dans cet épisode, on va parler donc de Jamel Debbouze, comme tu l'as vu. On va parler de coût de l'inaction, d'aversion à la perte, et bien sûr, qu'est-ce que tu peux en tirer pour ton business, pour vendre plus de tes produits MLM, pour parrainer davantage de personnes, sans les méthodes de prospection classiques. C'est toujours le but de ce podcast, réussir dans ton MLM, sans la liste de noms. Tu peux la faire si tu veux, mais c'est pas le but de ce podcast. Je pense que tes uplines te formeront très bien à ça. Alors dans cet épisode, donc voilà, je viens de le dire, une histoire pour commencer. Tu connais le Super Bowl? Bon, c'est très connu, hein. Je pense que même si on s'intéresse pas au sport, je pense que c'est l'événement sportif le plus regardé en même temps dans le monde. Je sais plus, c'est plus d'1 milliard, enfin c'est des chiffres énormes. J'ai vécu aux États-Unis 7 mois en échange à New York. C'est très dur de rentrer, hein. Quand j'ai fait New York-Dunkerque, parce que je viens du Nord, je viens de Dunkerque, ça a été très dur. Ma mère voulait que j'aille voir un psy. Non, je rigole, mais ça a été compliqué. Tout, j'avais 21 ans, tout ça, je découvrais un peu la vie festive, tout ça. Et le Super Bowl, c'était vraiment un événement où il y avait énormément de monde, c'était ultra populaire. Et pendant le Super Bowl, il y avait un truc, je connais pas ça en France. En France, quand il y a une émission qui est bien à la télé, Coupe du Monde, ou même un film, pendant la pub, les gens ils font quoi? Soit ils zappent, soit ils sortent leur téléphone, soit ils font autre chose. Pendant le Super Bowl, les pubs sont regardées par les personnes. C'est-à-dire que la pub, c'est plus... tu sais, t'as un peu cette réaction quand on regarde un film. J'ai plus de télé depuis quelques années, mais quand tu regardes quelque chose et qu'il y a une pub, tu dis « Oh non, la pub, encore, ils nous font chier, TF1, un truc comme ça. » Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et au Super Bowl, tout le monde veut regarder. Tout le monde veut regarder, et j'ai trouvé ça génial. Et tu avais une pub qui était pour une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, donc leur but est de vendre des assurances. Là, dans ce cas-là, c'était protéger ses biens immobiliers. Et ce qui est génial avec cette pub, c'est que, je vais t'expliquer l'histoire. Le but, c'était de sensibiliser aux personnes qui partagent tout le temps sur les réseaux sociaux où ces personnes sont. Ok? Pourquoi? Car, potentiellement, si on partage tout le temps où on est, il peut y avoir des voleurs qui vont savoir que nous ne sommes pas chez nous. Tu me suis jusque-là? J'entends ton oui, même si je peux pas t'entendre. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire à un couple qui allait au Super Bowl. Enfin, ils ont fait croire à un couple qu'ils avaient gagné un ticket pour aller au Super Bowl, donc ils ont été chez eux, ils ont filmé, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les personnes de la compagnie d'assurance étaient chez eux, ils ont pris plein de photos de leur maison. Ils ont pris plein de photos, des vidéos, des choses comme ça. Après, le temps passe, donc le temps entre ce passage et le Super Bowl, ils ont recréé une maison semblable pour faire croire au couple que... Alors, je vais te raconter. Donc voilà, ils recréent une maison, etc. Le Super Bowl arrive.
il y a il y a les caméras qui filment ce couple, et là il y a un spot qui se diffuse sur les écrans géants et sur la publicité. Et le spot, c'est, en fait, on voit des voleurs qui vont dans la maison de ces personnes. Ah, c'était une fausse maison, mais le couple croyait que c'était vraiment sa vraie maison. Et ils volent toutes les affaires, et après ils vendent tous les biens au monde entier, en fait. Et en fait, il y a le couple qui comprend pas ce qui se passe, etc. Bref, tout ça pour dire que derrière cette campagne de pub, le couple avait peur au début, mais après voilà, on leur a dit que c'était une blague, c'était pas leur vraie maison, c'était pour faire croire que c'est leur vraie maison. Derrière ça, les ventes de cette compagnie d'assurance ont explosé. Mais vraiment, alors au Super Bowl, forcément, tu as une exposition, tu vas forcément faire des ventes, mais beaucoup plus par rapport aux autres publicités et par rapport aux autres années. Pourquoi ? On reviendra sur la théorie après, mais parce que ça s'appelle l'aversion à la perte. Derrière, les gens, quand on se rend compte qu'on peut perdre, on va plus acheter que faire un achat pour gagner. Je reviendrai sur cette notion de la théorie après encore quelques exemples. Faire d'autres exemples pour bien que tu comprennes le coût de l'inaction, donc l'aversion à la perte, c'est deux concepts qui sont assez près. J'avais vu un TEDx de Tim Ferriss. Tim Ferriss, alors la semaine de 4 heures, c'est le livre qui m'a dit « Ah ouais, il y a d'autres solutions que 25 ans, 67 ans, 168 ans, 43 ans de retraite, je pense, en chemise à la défense, avec mon scénic, 2 semaines par an, avec 3 gosses qui hurlent à l'arrière, les bouchons en août. » Je caricature, tu vois, mais je parle surtout du salariat, je crois qu'il y avait que ça. Et Tim Ferriss, ce livre-là, la semaine de 4 heures, ça m'a fait croire que, ah ouais, il y a d'autres choses. Bref, j'ai suivi cet auteur, ce conférencier également, et il a fait un TEDx où il parle de mesurer le coût de l'inaction. Il dit que tout le monde a des objectifs, je dois faire telles actions pour arriver à ça, c'est bien, mais il y a quelque chose qui marche encore mieux d'un point de vue psychologie, c'est calculer qu'est-ce que tu vas rater à ne pas faire quelque chose. Je prends un exemple. Il avait dit de faire cet exercice à 6 mois, 1 an et 2 ans, je pense. Et moi, par rapport à mon MLM, donc je me disais, ok, le fait de ne pas avancer dans mon MLM, je l'ai écrit, ça, je le regardais souvent. À 6 mois, ça fait que je suis toujours pas en confiance pour partir de mon job alimentaire. À 1 an, je commence à me dire, ouais, ça marche pas le MLM, du coup, je vais rester. Et à 2 ans, finalement, je reste dans le salariat, tout le temps à regretter, à faire putain, si j'avais su, j'allais dire si j'aurais, mais tu me comprends. J'aurais passé plus de temps sur mon business, tu vois. Et le fait de vraiment calculer ça marche beaucoup. Un autre exemple, c'est que quand je voulais perdre du poids, donc faire attention. En gros, voilà, j'avais juste 2 kilos à perdre, ce qui n'est pas énorme, mais qu'est-ce qui allait se passer si je continuais à prendre 2 kilos tous les 3 mois ? Dans 6 mois, mes performances en sport diminuent. Dans 1 an, peut-être le charme que j'ai pour ma copine, la confiance en moi, mon sex appeal, je sais pas si ça se dit encore ça en 2020, sex appeal, mais c'est un peu un truc c'est un peu une expression vieillotte, je trouve. Il va diminuer, donc perte de confiance. Et potentiellement, dans 2 ans, ça pourrait impacter mon couple, ça pourrait impacter ma confiance en moi, ça pourrait me faire remettre en question, ça pourrait faire en sorte que j'ai une moins bonne image de moi, donc à l'oral, en parlant en public sur ce podcast, j'ai une moins bonne image, donc je donne moins d'énergie. Tu vois ? Et vraiment le fait d'écrire ça, tu te dis, ah ouais, ok, ça c'est le coût de l'inaction. Il y a vraiment un coût à ne pas agir. Je décide de ne pas agir, donc je vais créer ce type de résultat. Ça, c'est ce qui m'a amené à créer mon premier podcast de cadre à nomade, où j'avais pas tout compris, hein, tout ce qui était créer du contenu, j'avais pas trop de stratégie derrière ça, mais j'avais compris que si je voulais diminuer ma part de prospection dans mon MLM, il y a un moment, il fallait que je crée des choses, il fallait que je crée du contenu. Alors, il y a des publicités, mais je parle d'un point de vue gratuit. J'ai créé un podcast, j'avais pas trop de stratégie. Diction
confiance en moi, ça avait augmenté grâce au MLM, la parole en public, mais en tout cas, dans ma vision, j'ai fait beaucoup de progrès dans ma vie en termes d'articulation, mais je me suis dit, ok, c'est quoi le coût de ne pas faire ce podcast? Le coût, c'est, au final, le fait de ne pas faire ce premier podcast que j'ai sorti, donc c'était il y a un peu moins d'un an, ça crée que je développe moins de compétences à communiquer avec les autres, que je développe moins ma confiance en moi, que je me fais moins connaître, et donc que mon business avance moins. Et aujourd'hui, ce podcast, sur le premier épisode, il y a près de 300 écoutes, 300 personnes qui ont écouté ce que j'avais à dire, mon histoire, donc voilà, augmenter la relation de confiance. Et ça m'a pris quelques heures. Ça m'a pris quelques heures, mais ça m'a pris le premier épisode de podcast, pardon, ça m'a pris beaucoup de stress. Mais le fait de mesurer ce coût d'inaction, ça m'a rassuré. Et là, le fait d'être là maintenant, j'ai fait plusieurs dizaines d'épisodes de podcast. Là, ce que je suis en train d'enregistrer, j'avais déjà quelques notes parce que je prends beaucoup de notes quand je lis, etc. Mais j'ai dû passer une demi-heure à préparer. J'ai écrit quelques bouts et puis je stresse pas. Mais ça, je l'ai fait parce que j'ai fait la pratique et j'ai mesuré que j'allais jamais arriver à ce stade, à ce niveau, sans faire ces premiers épisodes. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et ouais. Donc une autre chose, pour vraiment que tu comprennes ça, c'est que j'ai aussi appliqué ça dans la santé. Le fait de faire du sport, le fait que je consomme des compléments alimentaires. Car les compléments alimentaires, dans ma vision, c'est pas quelque chose, t'en prends et bim, tu te sens mieux. Hein. C'est quelque chose qui est sur long terme. Dans ma vision, c'est de la prévention santé. Et pour moi, le fait de ne pas en prendre, ça augmente mes chances dans le futur d'avoir des problèmes de santé et donc des problèmes sur ma vie, sur mon business. D'accord ? C'est toujours, voilà, il faut toujours raisonner en possibilité, en vision. C'est, ok, je décide de ne pas faire ça, donc qu'est-ce qui se passe ? Et moi, ça me rend fou quand des gens critiquent la mesure d'un gouvernement sans proposer autre chose, un minimum. Parfois, il y a 5 options possibles, les 5 options sont pourries, et on choisit une option, on va la critiquer, mais peut-être qu'il n'y avait pas mieux. Je prends un exemple, alors je ne suis pas un expert sur le Covid, mais il y a beaucoup de gens qui critiquaient le tracking. Le tracking, si tu veux, c'est... on a une application dans notre téléphone, et on va dire que si tu as le Covid, on va prévenir automatiquement toutes les personnes qui ont été dans ton entourage. Le tracking, c'est quelque chose, en Corée du Sud, au début, il y avait beaucoup de cas, et ils sont revenus à zéro. Il n'y a pas eu quasiment pas de Covid. En tout cas, je m'étais renseigné il y a plusieurs mois. Et c'était grâce au tracking, en grande partie. En France, forcément, on est gaulois, tracking, donc, alors je dis pas que c'est parfait. Quand on voit le tracking, on pourrait se dire, ok, en fait, j'avais un pote anti-tracking, je suis pas pro-tracking, mais je me suis dit, ok, c'est pas parfait, sécurité des données, ça fait un peu État, Big Brother, tout ça, ça peut faire flipper, hein, on est d'accord. Ok, c'est pas parfait, mais quelles sont les autres solutions ? Les autres solutions, est-ce que les autres solutions vont apporter moins de morts ? Parce que c'est ça qui compte. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, pour moi, j'aurais ce genre de réflexion avant de critiquer quelque chose. Donc c'est toujours lié. Ok ? Et du coup, c'est quoi la théorie derrière ça ? La théorie, c'est un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie récemment, je crois. Enfin, il y a plus de 10 ans, donc pas trop récemment. Il a vraiment fait cette étude que on préfère éviter de perdre 100 $, que gagner 100 $. Et ça, c'est important à comprendre dans les habitudes d'achat de tes prospects, de tes prospects. C'est que il a mesuré en moyenne, on préfère de 2 à 3 fois acheter pour ne pas perdre qu'acheter pour gagner. On reprend les exemples que je t'ai dit avant. Ok, donc par exemple la pub, ils ont très bien compris ça. On préfère acheter pour ne pas perdre, pas se faire voler ses biens, que d'acheter des biens. Voilà. Et ça, c'est ultra important à comprendre. Du coup, ce serait quoi les conseils pour toi, pour ton business ? Qu'est-ce que tu peux appliquer de ça ? On va parler d'abord de ton produit. Ton produit, alors tu peux de plein de MLM, trading, voyage, trading, voyage, beauté, cashback, des choses comme ça. C'est
au moins faire comprendre à ton prospect, les gens qui t'écoutent, qui te suivent, même si tu es en presse one-to-one, quel va être le coût de ne pas acheter ton produit. Par exemple, ok, tu n'achètes pas de produits de beauté, peut-être que le coût de l'inaction d'acheter ça, parce que c'est une douleur, hein, de sortir de l'argent, de dépenser. Moi, le fait d'acheter des compléments alimentaires, je sors de l'argent, donc c'est un point négatif, mais parce que j'estime que ça va apporter plus de positif à l'avenir. Bref, et c'est toujours faire prendre conscience à l'autre personne que qu'est-ce qui va se passer si la personne n'utilise pas ton produit. MLM de voyage, par exemple, si elle n'utilise pas, elle va payer plein pot, donc elle va payer peut-être 20% en plus par rapport à ton service, j'en sais rien. C'est toujours se poser, ok, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon prospect s'il n'achète pas ça? Reprends l'exemple, et ça c'est le concept de toute bonne histoire. Au film, dans tous les films, pense à ton film préféré. C'est quoi ton film préféré? Ok, tu l'as. L'héros de ce film, c'est bon? Tu vois qui c'est? Il a une quête, il doit résoudre quelque chose. Ok, tu as cette quête? Que va-t-il se passer s'il ne résout pas cette quête? Tu l'as? Dans Astérix Mission Cléopâtre, si Djabel Debbouze ne finit pas le palais à temps, il finit au tigre. Ce film n'aurait aucune saveur, aurait moins de saveur, si Djabel Debbouze ne finit pas au tigre. Parce que là, on a envie on veut pas qu'il se fasse manger, ce pauvre Jamel, par les tigres. Ce tombeau sera votre tombeau, enfin ça c'est encore autre chose dans le film, mais ok. Et ça c'est la base de la psychologie humaine. On est toujours plus attiré, enfin il faut être clair sur ça, il faut être clair sur le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, qu'est-ce qui va se passer pour ton prospect s'il n'achète pas ton produit MLM? Et bien sûr, que va-t-il se passer s'il ne rejoint pas ton opportunité? Il va rester salarié, il aura moins de sous. Moi, je t'expliquerai mon positionnement après pour que tu aies un exemple concret. Ok? Donc, c'est vraiment se poser ces questions. Une précision quand même, il ne faut pas peindre un enfer si la personne n'achète pas le produit. Non, non, ça, j'ai pas dit ça et je n'aime pas ça. Si tu n'achètes pas mon produit, et si tu ne rejoins pas mon équipe, tu vas mourir, tu vas rester salarié, tu vas être triste. Non, c'est pas ça la question. C'est parfois, dans son discours, expliquer, par exemple, en partageant son histoire. J'ai compris que si je ne faisais pas ça, comment dire, j'aurais eu un résultat négatif. Chose comme ça. Faut pas être trop pushy. Faut mesurer tout ça. Mais c'est à prendre conscience. Moi, par exemple, alors là, je suis en train de construire une offre autour de ma downline et puis dans toute ma communication, que ce soit sur ce podcast, sur YouTube, parfois sur Facebook. D'ailleurs, j'aurai une annonce sur Facebook à te faire à la fin. C'est que je me suis posé, moi j'ai fait cet exercice. Une personne aujourd'hui qui ne va pas rejoindre mon équipe ou qui ne va pas suivre ce que je fais, mon contenu m'intéresser, et bien finalement cette personne, elle va continuer à envoyer 50 messages par jour. Gardez-vous vos options ouvertes quand il s'agit d'avoir un projet international. J'ai vu que votre profil était intéressant. Est-ce que vous seriez ouvert pour en savoir plus sur un projet à l'international? Plus de 18 ans, avoir un portable, choses comme ça. Cette personne-là, elle va continuer à avoir alors moi j'avais ça parfois un minimum d'anxiété quand j'avais des zooms avec des prospects non qualifiés. Tu veux jamais dire ton MLM, tu veux jamais dire que c'est marketing de réseau. Tu prospectes quelqu'un, tu dis pas que c'est un marketing de réseau. Et quand il dit c'est quoi, tu dis oh bon on verra, j'aime bien échanger par Zoom, etc. Enfin, parce que t'as pas envie de dire MLM, t'as pas envie que la personne Google ton entreprise, t'as peur de ça. Enfin, moi j'ai été éduqué, formé comme ça. Donc ça crée une sorte d'anxiété où tu dis ouais j'ai un Zoom avec quelqu'un, ça prend une demi-heure. Ah tu pitches au début. Ah comment ça? Ah ton histoire? Ah ouais trop intéressant, t'habites là? Ah bah moi aussi j'aime les pommes. Ah trop cool. Ah bah moi mon histoire c'est ça, j'étais salarié, j'étais triste, j'ai vu le MLM et j'étais heureux du coup. Enfin, tu dis même pas MLM, j'ai eu ce projet, je présentais, après tu pitches, etc. Et puis la personne, tu lui dis, ah, c'est du marketing de réseau. Et puis ça elle fait, ah non, non, j'aime pas, tous ces conneries, la pyramidale, pas tout le temps, mais en tout cas, au bout d'une demi-heure, t'arrives sur un nom, et finalement tout ça. Donc ça crée, moi ça me crée je me dis, ouais, je perds mon temps. Puis même, j'aimais pas en fait.
à la fin, je me comprenais pas pourquoi j'étais pas clair avec la personne avant un call. Maintenant, quand on veut prendre un call avec moi et qu'on n'est pas clair, je dis mais c'est quoi le but? Parce que moi, je sais que quand je faisais ça, j'aimais pas faire ça. J'aimais pas trop tourner autour du pot pendant Zoom, et ça me rendait un peu anxieux. Je me dis mais en fait, je suis ce mec qui attend, qui veut pas dire, qui est un peu ce spammer, un peu le mec qui émorde, tu vois. Et ça, du coup, j'essaie de le faire comprendre en disant, bah voilà, les personnes qui n'appliquent pas voilà, tout ce que je partage dans ce podcast, autour de l'offre de ma downline, dans mes formations sur YouTube, bref, un peu partout, parfois je fais prendre un peu conscience. Je dis pas la liste de contacts, vous allez mourir, des choses comme ça, non, c'est pas ça, mais moi c'est mon histoire, moi ça me rendait anxieux, toutes ces méthodes de prospection classiques. J'étais pas heureux dans le voyage. Je rêvais juste de la destination, être trop cool, tu vois. Mais non, maintenant j'aime le voyage et c'est pour ça que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'était un exemple par rapport à moi, à mon contenu, mon positionnement. Dans mon positionnement, pardon. Je m'adresse, tu vois, à des personnes qui font du marketing de réseau, qui sont ouverts au business en ligne, des gens qui sont... J'ai pas envie de parler à des personnes qui, au bout de 30 minutes, ils me disent « Ouais, c'est pyramidal ton truc ». Donc des personnes qui sont ouvertes au business, et par mon message, je filtre ces personnes. Donc voilà, bah écoute, j'ai sorti plein d'exemples, plein d'histoires que j'ai vues un peu à droite à gauche. Qu'est-ce que tu pourrais faire également, c'est si t'es motivé, tu prends un papier et tu écris le coût de l'inaction d'un sujet qui te tient à cœur. Alors ça peut être business, mais ça peut être... Alors moi, il y a un petit truc que je conseille, c'est la pyramide des habitudes. C'est que avant de te concentrer sur le business, concentre-toi sur ta santé, tes relations et ton business. Parce qu'en fait, ça s'appelle la pyramide des habitudes. Ce qui est le plus solide, c'est ce qui est tout en bas. Et le fait d'avoir des habitudes solides de santé, santé physique, de manger bien, des choses comme ça va avoir un impact sur tout le reste. D'accord ? La deuxième, c'est voilà, les relations. Les relations, choses comme ça, de l'esprit mental, et après les habitudes business. Donc choisis une habitude. Enfin, je choisis même pas une habitude, je choisis un objectif, quelque chose que quel est le coût de l'inaction ? Ok, c'est quoi le coût de l'inaction si je continue à tout le temps prospecter 100% de mon temps et je ne crée pas un système pour prospecter en automatique ? Sur le court terme, le fait de prospecter tout le temps, je pense que ça t'apporte plus de résultats sur le court terme. Au début, au début, quand tu crées du contenu, t'as aucun résultat. Hein. Il faut attendre 1, 2, 3 mois suivant les personnes, parfois plus, parfois moins, ça dépend de ton audience de base. Bref, et quand moi j'ai créé du contenu, j'ai pris conscience que, ok, j'aurai peut-être moins de résultats tout de suite, mais à un an, le fait de créer un système pour automatiser ma prospection, eh ben ça m'apporte ça m'apporte du gain. Et si j'avais prospecté tout le temps, le coût de l'inaction, cela aurait été de ne pas créer de contenu et donc de ne pas automatiser ma prospection. Donc prends un papier, prends une habitude, même ça peut être pour manger, des choses comme ça, enfin pour perdre du poids, bref, n'importe quoi, et écris à 6 mois, à 1 an et à 2 ans. C'est des bons ratios. Une autre chose, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas si tu es sur Facebook, j'ai une stratégie, c'est pas tout de suite, mais je vais me mettre un peu plus sur Facebook. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Car je me suis beaucoup renseigné, tu sais, je passe beaucoup de temps à étudier ce qui fonctionne dans le MLM sans prospection, le MLM attraction. Et j'ai découvert d'autres stratégies sur Facebook qui me font aimer de nouveau ce réseau. Donc si tu veux suivre un peu cette aventure, tu n'hésites pas. J'utilise mon profil pro, donc j'ai un profil perso et pro. Tu prends le pro, tu verras que c'est pro par rapport à la photo de couverture. Tu peux m'ajouter, me suivre avec plaisir. Pour moi, Facebook, c'est un lieu professionnel où tu partages un minimum de privé dans ce que tu veux partager de ta vie privée. Mais j'aime bien Facebook par rapport à tout ce que j'ai vu et je trouve ça sympa pour plein de choses. Donc si tu veux me suivre, avec grand plaisir, n'hésite pas. On arrive à la fin de cet épisode. Comme d'hab, je suis curieux de savoir si tu veux vraiment t'engager. Si tu veux vraiment t'engager dans le coût de l'inaction, vraiment mesurer, tu peux m'envoyer sur Facebook par exemple, quel est ton coût de l'inaction à 6 mois, à 1 an et 2 ans. Je suis pas
je ne suis pas je suis pas ton père ou quelque chose comme ça, c'est juste pour histoire de partager à quelqu'un. Le fait de partager à quelqu'un, que ce soit moi ou d'autres personnes, ça va t'aider. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, au fond, on s'en fout un peu, mais en tout cas, tu peux le faire avec moi, avec grand plaisir. Le but, c'est que tu t'engages. Je vais pas juger ça. C'est vraiment de s'engager. C'est ce que j'ai fait, ce que je fais souvent sur ce podcast. Je m'engage auprès de toi, car bah, je te partage ce que je fais, je te documente mon aventure, et moi, ça m'engage. Voilà, écoute, je te dis bah, à la semaine prochaine. Et bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, en fonction de quand tu écoutes ça. Ciao, ciao.